c'est vrai que moi, parfois je commence des conférences avec cette histoire vraie qui est en fait souvent, enfin, moins maintenant parce que j'étais un peu trop médiatisé ou beaucoup médiatisé ces temps, mais il m'est arrivé d'arriver à des soirées ou des dîners mondains, parce que de temps en temps tu es invité chez des amis ou des gens, et les autres invités ne te connaissent pas, alors ils disent, en Occident on a cette manie que je déteste, mais enfin c'est comme ça, où les gens disent bonjour, vous faites quoi dans la vie? Parce qu'on se définit souvent par ce qu'on fait, donc c'est une manie un peu bateau, mais bon, c'est comme ça. Et alors moi je leur dis, ouais, je suis écrivain. Et là à ce moment-là, ma femme me dit, oh, ça recommence. Et les gens, alors les gens, c'est écrivain, oh, c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes écrivain, oh, c'est intéressant, tout ça. Et toi, tu dis, moi je suis, non, c'est pas très intéressant. J'ai pas envie de. Alors, on me dit, alors vous parlez de quoi et tout et tout. Alors, ouais, non, mais allez-y. Alors tout le monde se silence, alors ça. Et je dis, oui, c'est un peu de l'économie. Ah ouais, mais dis. Et alors à la fin, je dis, bon, en gros, il explique pourquoi vous allez tous mourir, bientôt. Dans les 5 ans, vous êtes tous morts. Et ça casse un peu l'ambiance, et après on n'est plus invité, etc. Parce que de toute façon, si je fais la version longue, c'est pareil, c'est juste que ça prend plus de temps. Avec l'économie, alors on commence à expliquer, puis à la fin, vous allez tous mourir dans les 5 ans. Et donc c'est vrai qu'on touche, c'est pour ça que mon prochain bouquin, Gère la peur, c'est sur ce thème-là, on touche une problématique qui est très atavique, qui est la peur fondamentale de tout être humain depuis presque sa naissance, c'est qu'en fait, on touche la peur de mourir. Et évidemment qu'on va tous mourir, enfin la plupart d'entre nous, mais la question c'est évidemment comment est-ce qu'on gère l'avenir et comment est-ce qu'on évite de mourir comme des cons, bêtement, sans avoir à apporter quoi que ce soit à l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire nos enfants et les nôtres. Donc l'élément lien social, l'élément communication avec les gens et finalement convaincre les gens qu'on a raison, c'est en réalité une nécessité humaine très fondamentale parce que, à part quelques rares cas psychologiques très rares, les gens ne sont pas faits pour vivre seuls. Alors moi, je fais partie des cas psychologiques assez rares. Moi, j'adore être tout seul. Moi, si on me dit comment tu voudrais vivre, c'est seul dans une maison avec personne qui me fait chier, loin. Mais en même temps, j'ai fait le choix de me marier, d'avoir des gosses, etc. Donc je mets une croix sur ce truc pendant longtemps et pour probablement le reste de ma vie. Mais si je veux, quand je prends mes vacances tout seul, 1 fois ou 2 par année, j'envoie tout le monde, femme cool, je leur dis, bon les mecs, maintenant j'en ai plein le cul, c'est mes vacances annuelles, donc je pars 2 semaines et je pars sur le sommet d'une montagne, loin. Et ça j'adore, mais je suis un cas un peu particulier. La plupart des gens, malgré l'individualisme culturel ambiant depuis 30-40 années, ils ont besoin de gens autour d'eux. Et quand on est entouré de gens, on a besoin d'approbation sociale. C'est pas seulement des gens qui sont comme nous, mais c'est des gens qui nous apprécient pour ce qu'on est et qui nous estiment. Et quand bien même, et même quand on est dans un environnement très homogène, on peut être accepté, même en bas de l'échelle sociale, à partir du moment où on est accepté. Ça, c'est ce qui fait la force des sociétés ethniquement homogènes, c'est que, regarde, l'Inde, par exemple, ils ont développé ce système de caste, chacun sait où est sa place. C'est pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais tu es dans ta place. Dans les pays musulmans, qui sont relativement homogènes, ceux qui sont homogènes, tu as les pauvres, tu as les riches, mais parce que tu partages la même croyance, parce que tu joues le jeu, que le pauvre, on tolère qu'il mendie, on tolère qu'il fasse des petits trucs, mais à Ramadan, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes un truc, lui il est reconnaissant. Donc en fait, il y a des structures chacun est à sa place, et ça fonctionne. Les Grecs, ils avaient aussi ce concept. Et en Occident, on a eu pendant longtemps cette idée où chacun est à sa place et on a mis en place des systèmes où tu peux passer d'une classe sociale à l'autre en fonction de certaines règles, etc. Tout ça aujourd'hui est un peu chamboulé. Mais tout ça pour dire qu'on a besoin de l'estime. Donc convaincre les gens qu'on a raison, c'est une force. C'est pour ça qu'on est intéressé à la politique, c'est pour ça qu'on s'intéresse et probablement on s'y intéresse trop, parce qu'on est un peu frustré et qu'on veut convaincre. En fait, moi je crois qu'on doit se faire violence là-dessus, c'est qu'à un moment, moi je dis toujours, je n'essaie pas de convaincre les gens, moi je dis, les gens qui écoutent, ils écoutent, les gens qui n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Et visiblement, il y a pas mal de gens qui écoutent, donc ça va.
Et je prétends pas avoir raison, je prétends pas avoir raison tout le temps, je prétends certainement pas tout connaître, mais quand on donne une certaine direction, quand on donne une certaine ligne, au bout d'un moment, on commence à s'entourer de gens. Et parfois, je me pose la question, je dis, mais est-ce que... Parce que finalement, j'ai remplacé petit à petit tous mes amis, soit parce que c'était des amis anciens qui ont fini par être d'accord avec moi et qui ont fait la même démarche, et finalement on parle des mêmes trucs, soit finalement il y a des nouveaux amis qui se sont greffés dans l'environnement dans lequel je vis, et petit à petit on crée une forme de clan, de tribu. Mais beaucoup, c'est pas ceux que il y a 20 ans, je connaissais pas ces gens-là. Et à la limite, celui qui, il y a 20 ans, je fréquentais que des gens qui étaient dans ma classe sociale et ma classe socio-professionnelle, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En revanche, c'est pratiquement que des gens qui sont sur la même longueur d'idée et ethniquement proches de moi, quoi. C'est comme ça. On est des Suisses ou des Européens, en tout cas. C'est pas que j'aime pas les autres, mais simplement, c'est parce qu'il y a plus d'affinités qui se forment, etc., autour de ça. Moi, j'ai des amis iraniens, j'ai des amis de plein de nationalités différentes, mais à la fin, je vois que là où je suis, on partage quand même pas mal de mêmes concepts. Donc, ça se fait parce que, non, c'est pas une question de convaincre, c'est une question de faire. C'est à partir du moment où tu fais le boulot, tu fais le truc, tu vas rencontrer des gens, tu vas travailler avec des plombiers, des électriciens, et au bout d'un moment, c'est des gens de ton coin. Parce que je ne fais pas venir un électricien de 500 km dans ma ferme, ou même à Genève. Je bosse avec des mecs du coin. Et donc petit à petit, ils s'intéressent, ils ont entendu parler de moi dans l'après. Mais enfin, à la fin, ça fonctionne, quoi. Et donc, il y a ces affinités qui se créent. Et quand tu bosses, quand tu fais le truc concrètement, que tu as posé des tuyaux, que tu as posé les câbles électriques, à la fin, qui tu votes, on s'en fout, parce que tu bosses ensemble, tu fais les trucs, et c'est là où on retrouve ces solidarités que peut-être le monde du tertiaire a détruit, mais solidarités qui existent dans le monde des ouvriers, dans le monde des militaires. Par exemple, on en parlait ce matin, quand tu fais la Légion, par exemple, et que tu as été au combat, etc. Et moi, j'ai cette expérience avec des Sud-Africains. Le Sud-Africain, il te dit, par exemple, ouais, putain, tous ces nègres, ils nous font chier, mais lui, c'est mon frère. Et le mec qui est son frère, c'est son Africain, et ils sont en train de faire un barbecue ensemble avec leurs gamins et leur famille. Et tous les deux, ils disent, ouais, putain, tous ces nègres qui contrôlent le pays, c'est des enculés, c'est des connards. Toi, tu dis, ah ouais, ah oui, mais non, mais lui, c'est pas un ex, c'est mon frère. On a combattu ensemble en Angola, on a tué les communistes ensemble. Enfin, c'est pas un ex, c'est mon frère. Et tu dis, ah ouais, c'est intéressant. Donc ça existe aussi chez l'être humain. Donc c'est vachement plus subtil. Alors, c'est probablement des cas historiquement rares, mais ils existent. Donc, ce lien, à mon avis, il se fait par l'exemple, plus que par l'explication. Les compétences qui viennent avec, ce sont à la fin toujours des compétences, tu as raison, il faut toujours réfléchir aux pratiques, c'est de quoi tu as besoin. Mais en même temps, tu ne choisis pas les gens comme dans une entreprise avec un recrutement en disant oui, alors je cherche. Moi, j'ai ce dilemme parfois parce que je vois, par exemple, pas loin de ma ferme, j'ai une ferme qui est en train de se vendre. Et je ne veux pas l'acheter parce que. Mais je me suis posé la question, je pourrais acheter cette deuxième ferme et la louer à des gens bien, à des gens carrés. Puis je me suis dit, mais comment je recrute des gens? Alors, soit j'ai des potes, mais la plupart de mes potes, ils sont déjà soit dans la région, soit ils sont ailleurs, mais bon. Et tu fais quoi? Tu fais une annonce, tu dis oui, alors voilà le profil des gens avec qui j'aimerais louer. Enfin, c'est compliqué de faire un truc comme ça. Les critères, c'est quoi? Tu es capable de faire le 100 mètres en moins de 15 secondes. Enfin, tu dois savoir faire. C'est compliqué de faire des recrutements comme ça. Donc, soit c'est des gens que tu connais de toute façon, soit c'est un peu les forces des choses, et puis tu travailles les gens, et puis tu te rends compte que le type, il est peut-être avocat, mais à côté, il s'entraîne au tir, il fait son potager, il se fait son machin, et donc tu dis, ah ouais, c'est intéressant, ça démontre une... Et puis tu as le paysan du coin, de toute façon, qui comprend rien au survivalisme, il dit, je comprends pas cette histoire, mais je suis paysan du coin, et il fait 10 000 fois plus de trucs que moi, mais simplement parce que c'est sa vie. Donc, lui, il comprend pas toute cette histoire, mais
les cycles de le pétrole, machin. Il dit, moi, de toute façon, j'ai mes vaches, et puis à 5 h du matin, je dois les traire. Donc, des histoires, ouais, c'est vaguement intéressant, mais viens, on va boire du schnapps. Et, parce que je suis fatigué de la journée où j'ai commencé à 5 h du matin à traire des vaches. Donc parfois, c'est des gens hyper simples. Hein. Je pense que vous avez tous ces exemples, ceux qui habitent à la campagne, ou de gens qui sont 1000 fois plus près psychologiquement et physiquement que nous, mais qui ne se font jamais poser la question. Parce que ça a toujours été comme ça, leur vie. Et ils vivent, moi, je vois mon grand-père, il comprendrait pas. Il dirait, ouais, t'as raison, mais de toute façon, je dois bosser, quoi. Et on se trouve qu'il bosse et il fait un boulot qui est lié à ce qui est utile. Potentiellement dans un monde qui est plus difficile. Donc recrutement et souvent aussi parce qu'il faut commencer par le plus proche, le premier cercle autour de soi, c'est ses conjoints, nos épouses, nos enfants, etc. Pour des gens un peu plus âgés, parfois c'est carrément les enfants. Moi j'ai les deux cas de figure, c'est des gens qui me disent, moi mes parents ils comprennent rien à ce que je fais. Ou des gens qui disent, mes enfants, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui s'intéressent pas. Et c'est là où on arrive au concept de triage. C'est-à-dire que comme dans les médecins en cas de catastrophe ou en cas de guerre, quand il y a beaucoup trop de blessés qui arrivent à un endroit et que les médecins ne sont pas assez, ou ils n'ont pas les moyens de les soigner, au bout d'un moment ils trient, ils disent, on va faire en priorité ceux qu'on peut sauver. On va mettre de côté ceux qui vont de toute façon s'en sortir ou qu'on pourra soigner plus tard, et ceux où on n'a pas les moyens ou pas le temps de s'en occuper, on les laisse mourir dans un coin, et si possible on les achève à coup de morphine pour qu'ils sentent rien, mais on va rien faire. Et c'est un truc c'est une compétence qui est très particulière, parce que soit tu apprends sur le tas avec mais lui j'essaie de le sauver, puis tu te plantes, et puis en attendant l'autre que tu pouvais sauver il se plante, il meurt aussi. Et ça, les médecins de guerre, ils sont exposés à ça, encore aujourd'hui. Moins, évidemment, qu'à l'époque. Mais bref, ce concept de triage, en réalité, on doit l'appliquer aussi à nos proches, et à nos familles, et à nos amis, etc. De dire, finalement, toi, tu veux rien comprendre, tu veux rien savoir. Tant pis, on reste copains, on continue à faire. Mais dans le cadre de ce scénario précis, non. Ou tu te dis, tant pis, moi j'ai un pote, il a des super compétences, il est super bien, ses enfants s'entendent bien avec mes enfants, on se voit souvent, etc. Et ça, c'est un ami d'enfance, mais il n'a pas les moyens pour se préparer, machin, tout ça, parce que bon, lui, le jour où c'est le bordel, il sait, je lui dis, si c'est le bordel, mais il dit, mais non, mais ce sera jamais comme... Ok, peut-être, mais si c'est le bordel, tu viens, je te chope et j'ai préparé pour toi. Parce que, voilà, c'est un ami... D'autres, ils ont déjà fait leur boulot et c'est bien. Ils ont même des trucs stockés dans ma ferme au cas où, mais ils n'ont pas voilà. D'autres, en revanche... Au pays de Candy, comme dans tous les pays. On n'enregistre pas ça, c'est bon. Alors, faut que ce soit vraiment le bordel pour qu'on arrive là. S'ils se pointent un week-end, salut, c'est bon. On rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Dans un ravin. Alors, on plaisante, hein. Je précise, je suis un humoriste en fait, donc tout ce que je dis, ça tombe sous la liberté d'expression de l'humour, c'est pas du tout. Mais ce concept de triage, il va se faire de toute façon en vrai, et ça s'est fait dans l'histoire. Et on est ici à Varsovie, etc. Quand tu vois l'histoire du ghetto de Varsovie, l'histoire des Juifs en Pologne, et les 4 très mauvaises années qu'ils ont passées sous l'occupation allemande, on va dire. Quand tu vois le détail, tu te rends compte que quand la pression est devenue vraiment violente, les mecs ils se sont dénoncés les uns les autres, ils se sont flingués les uns les autres pour avoir du pouvoir dans le ghetto qui se rapetisse. Tu vois, les gens c'est comme ça. T'as des enculés partout qui se disent ah bon maintenant c'est le bordel, je suis dans une prison mais je veux être le chef dans la prison donc je vais dénoncer l'autre et il y avait de la saloperie, même quand tu es assiégé par un ennemi qui veut plus ou moins te faire ta peau. Et à un moment, il faut être dur, il faut avoir du triage. C'est pour ça que les Israéliens, ils sont durs. Parce que dans leur optique,
quand tu discutes avec un Israélien, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que j'aime bien Israël, c'est un pays vachement intéressant. Quand tu discutes avec un Israélien, eux ils te disent, ouais, les Juifs qui se sont fait buter en Europe, c'était des PD, quoi. Ils ne se sont pas battus. On n'a aucun respect pour eux. Donc toi tu dis, ah ouais, putain, ils sont durs avec cette partie de l'histoire, parce qu'eux ils vivent ça comme une humiliation. Ils disent, putain, on a été des gros starloos. Alors après tu dis, ouais, mais bon, quand même, les bolcheviks, hein. Comment ils justifient ça? Bah ils disent, on a fait confiance. On a fait confiance. Maintenant, ils disent, on n'en a plus rien à foutre de ce que pensent les autres. Si on considère que maintenant, on va les buter du Palestinien, on va buter du Palestinien. Si on considère on va infiltrer les gouvernements qui nous arrangent pour piquer du fric et faire en sorte que notre politique soit acceptée, on le fait. Ils n'ont rien à foutre. Alors, dans la diversité politique qui est la leur, parce qu'ils ne sont pas tous sur cet avis. Mais tout ça pour dire qu'ils n'en ont absolument rien à foutre. Parce qu'ils sont devenus durs. Eux, ils sont dans une phase de leur civilisation qui est celle que nous on a eue, je sais pas, il y a 2 siècles, ou celle que nous on aura dans 1 siècle. C'est-à-dire qu'on va devenir dur, on va devenir comme eux. On va devenir, ceux d'entre nous qui survivront, on sera super dur, parce qu'on aura vu une partie de nos gosses mourir, on va voir des trucs dégueulasses. Enfin, je pense. Après, j'espère nous bourre. Mais à mon avis, il y a ça. Et moi, je vois mes grands-parents qui ont fait la guerre, il y en a un qui était prisonnier en Allemagne, les histoires qu'ils te racontent, les mecs, ou quand tu discutes avec les Russes, quand les mecs te disent oui, mon grand-père, il me racontait les histoires de cannibalisme et tout, puis en fait, tu sais pas si en fait c'est lui qui a bouffé des gens, ou il a été forcé, ou alors il a vu des gens, enfin, tu sais pas trop. Mais moi j'avais un collègue allemand, et alors bon, c'était un peu spécial, mais je me souviens qu'on faisait la queue pour attendre un taxi à Londres pour aller à un meeting. Et puis finalement, lui, il était un peu plus âgé que moi, puis je dis ah oui, et puis tes parents et tout, et puis d'accord. Et ton grand-père, mes parents non, ils sont nés ils étaient trop jeunes pendant la guerre, et ton grand-père, ah ouais, il a fait la guerre. Puis moi, je suis assez curieux, je dis, ah ouais, il était dans quelle unité? Parce que je connais bien et tout. Ah oui, alors il était... Alors je le voyais un peu gêné, je dis, non mais, aucun problème. Moi, de toute façon, je juge pas, je m'en fous. Il avait 17 ans. Ouais, bon, alors ok, régiment d'artillerie de la 17e Panzergrenadier SS, ok, bon. Puis tu lui dis, ah ouais, mais c'est intéressant. Il lui dit, ah bon, tu trouves ça intéressant? Ouais, pas plus que ça, mais enfin, l'expérience humaine est intéressante. Et le mec te raconte des trucs, et tu dis, ouais, l'expérience de vie de ces gens-là, ou de celui qui a fait la Légion en Afrique, et ou les mecs qui ont fait la guerre d'Algérie ou autre, ou les mecs de Daesh qui reviennent, hein, parce que quand tu vois comment la vie que les gamins couillons qui partent d'Europe pour aller faire la guerre là-bas, tu vois comment ils sont traités, tu vois ce qu'ils vivent, quand tu as des comptes rendus ouais, soit tu meurs, soit tu deviens fou, soit tu passes à un autre level de la conscience humaine. Mais il y a un triage aussi qui se fait de ce côté-là. Tu deviens dur. Ça n'empêche pas qu'à côté, tu as des stress post-traumatiques, tu as plein de trucs. C'est pas forcément durable. Il y a plein de gens qui vivent ça très très bien, mais c'est une question de psychologie. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour la sauvagerie. Mais celui qui est fait pour et qui passe le truc et qui gère, il passe à un autre niveau de civilisation. Et tu vois là, je ne sais pas à qui on discutait de ça l'autre jour, mais quand tu vois les photos des gens de 14-18, les mecs dans les tranchées, t'as deux, quand tu vois le regard des gens, parce qu'on juge les gens vraiment beaucoup par leur regard, tu as 2 regards. Tu as celui qui est genre, tu le vois qu'il est vide, il est épuisé, et que c'est un zombie, il fait ce qu'il doit faire, il avance vaguement, il a acquis des mécanismes et des automatismes de survie sur le champ de bataille. C'est pas vraiment ce dont on parle dans mes bouquins, mais enfin ça existe. Et en gros, s'il se fait tuer, ça lui fait plus rien parce que c'est une échappatoire. Il y en avait qui se suicidaient aussi. Et puis s'il s'en sort, bah, il est bien content, mais il suit. Il va suivre le truc mécaniquement. Et puis, tu vois, la plupart, putain, tu vois le regard des mecs, tu vois, alors les mecs, ils sont décharnés, tu vois qu'ils ont physiquement la souffrance, mais dans le regard, tu vois que c'est de l'acier, quoi. C'est des durs, et tu vois, tu vois, par exemple, quand tu vas dans les musées, tu vois les généraux ou les peintures des mecs des 5 derniers siècles. Putain, tu vois, et les peintres, ils savaient bien montrer le regard des gens. Tu vois le regard de ces généraux, de ces commandants, de ces tsars, ou de ces rois, etc. Certains, putain, tu dis, ouais, quand tu vas devant le truc, c'est oui, monsieur. C'est rien que par le regard, parce que voilà, c'est des mecs, c'est des durs.
Nous, on est des mous par rapport, on est des tarlouses, on est ouais, parce qu'aucun d'entre nous a vécu, la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu, d'ailleurs on ne s'est pas fait taper par nos pères, comme eux-mêmes s'étaient fait taper par les leurs. Tu vois des histoires, je suis sûr que vous aussi, vous avez des histoires dans votre famille, du grand-père qui racontait comment il se faisait fracasser tous les jours par le père qui rentrait à moitié ivre, qui disait « Putain, j'étais à la mine. Oui, mais... Oui, j'aimerais bien. Non, tu n'aimerais rien. Tu te prends des coups de ceinturon, des machins. Bon, on n'est plus dans ce monde-là. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça. Tu as des avantages, des inconvénients à tous les modèles d'éducation, à tous les modèles de vie. Moi, je frappe pas trop mes gosses, quoi, par exemple, même pas du tout. Mais je vois le désavantage, et je vois l'avantage et le désavantage. C'est comme ça.